Voilà, c'est parti. Bienvenue à cette session des Dimanches du Cloud. On est absolument ravis de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. On a des gens d'un peu partout, de toute l'Afrique. On a des gens du Sénégal, de la Guinée, de la Mauritanie. Je suis en train de regarder dans le chat de la République démocratique du Congo. Mettez votre pays dans le chat. On est absolument ravis d'avoir des gens de toute l'Afrique, de la diaspora, de la France, tous les passionnés de cloud, hein, pour ces dimanches du cloud. Donc, si vous avez déjà assisté, vous connaissez. Si c'est la première fois, bah, les dimanches du cloud, c'est tout simplement des workshops et des webinaires qu'on organise avec des speakers tech d'exception. Et vous allez voir aujourd'hui, ce soir, qu'on a quelqu'un qui a un parcours que moi j'aime beaucoup, pour le coup, un parcours qui est inspirant. Et en plus, on va parler de tech. Donc, encore une fois, bienvenue. Et comme vous le savez, on commence par quelques updates à chaque fois par rapport à lecloudfacile.com. Et avant de parler de ces updates, je vais parler de la logistique, bien entendu. Donc, vous êtes tous sur silencieux. Donc, si vous n'êtes pas sur silencieux, n'hésitez pas à vous mettre sur silencieux. Comme ça permet d'avoir une bonne expérience pour tout le monde, parce que parfois, on est quand même beaucoup sur ces sessions. Posez toutes vos questions dans le chat. Et de toute façon, je vais lire les questions. Aïcha va lire également les questions et puis on va pouvoir y répondre. Mais dès que vous avez une question, posez-le dans le chat. Et la session, elle est enregistrée et vous allez pouvoir la retrouver sur la chaîne YouTube de Le Cloud Facile. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les sessions précédentes des Dimanches du Cloud sur notre chaîne YouTube. Donc voilà pour la partie logistique. Alors, quelques updates à vous partager avant de vous présenter notre speaker du jour. Donc, premier update, c'est qu'on a lancé le coaching certification AWS Solution Architect Associé. Donc, si vous ne l'avez pas vu passer sur notre chaîne, sur notre canal LinkedIn, donc c'est quelque chose qu'on a annoncé il y a peut-être 2 semaines. Donc, pour ceux qui veulent être accompagnés vers cette certification qui n'est pas facile pour le coup, mais qui est très importante et très enrichissante. Et deuxième update, c'est que dorénavant, en fait, dans les accompagnements, la certification Cloud Practitioner, on va inclure le coupon. Pourquoi on inclut le coupon? Et c'est quoi le coupon d'ailleurs? En fait, le coupon, c'est le coupon avec lequel vous allez passer l'examen Cloud Practitioner une fois que vous avez fini de vous préparer. Et donc, ce coupon, en fait, c'est quelque chose qui est vendu par AWS. Mais on a beaucoup d'apprenants qui nous ont remonté que c'était assez compliqué d'acheter ces coupons quand on était au Sénégal ou en Mali ou en Afrique parce que les cartes bancaires ne passaient pas. Donc, du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on l'achète pour vous et on l'inclut dans le pack de certification. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle qu'on souhaitait vous partager. Deuxième update, à la fin du webinaire, je vais vous partager un lien, donc un questionnaire pour dire est-ce que vous étiez satisfait, pas satisfait. Moi, je pense que vous serez tous satisfaits. Et à la fin de ce questionnaire, il va y avoir une proposition coupon. Voilà, vous avez la possibilité de gagner un coupon sur le cours AWS Certified Cloud Practitioner. Donc, si vous voulez vous préparer à cette certification, on a un cours e-learning. Et les 5 premiers qui vont répondre peuvent avoir une réduction de 100%. Les 10 suivants vont avoir 50% de réduction, ensuite 25%. Bon, voilà, je vous partagerai le lien et vous verrez toutes les informations dans ce lien. Si jamais vous êtes en train de préparer ou vous souhaitez préparer cette certification, on vous offre des réductions sur le cours en ligne qui est sur notre plateforme. Et on va passer au cœur du sujet. On accueille ce soir Aïcha Sarr. Bonsoir Aïcha. Bonsoir Amadou. Je suis absolument ravi de t'accueillir Aïcha. Ça fait un moment qu'on discute et qu'on se dit qu'on va faire quelque chose. Et là, c'est ce soir en fait. On va pouvoir enfin t'accueillir pour parler de NoSQL. Et Aïcha Sarr est les Cloud Partner Solution Architect chez MongoDB. Donc, si vous ne connaissez pas MongoDB, vous allez en savoir un peu plus ce soir avec Aïcha. Moi, j'ai juste envie de te poser 3 questions avant de commencer, Aïcha, puis je te passe la main si t'es OK. Parfait. Alors, première question, Aïcha. Si tu devais prendre un café ou un thé d'ailleurs, avec une personnalité dans l'IT, dans la tech, ou peu importe, quelle serait cette personnalité? Alors, du coup, ce sera pas une personnalité dans la tech, on va dire. Ouais. Ce serait plutôt Mariam Abba et j'ose espérer que l'audience ou le public la connaisse. Pourquoi Mariam Abba? Parce que tout simplement, c'est ma légende africaine, c'est une légende africaine.
Je pense qu'être une femme de lettres, donc première autrice féministe africaine et défenseuse des droits des femmes dans un pays comme le Sénégal, où tout simplement la condition féminine est encore assujettie à de multiples influences culturelles, coutumières et même religieuses. Donc, je pense que pour la plupart d'entre nous, nous l'avons découvert au collège avec son œuvre programme, Une si longue lettre, qui représente du coup l'un des romans les plus célèbres au Sénégal et en raison des sujets justement qu'il a mis en lumière, surtout à une période où un pays comme le Sénégal est encore très loin, je dirais, de l'égalité homme-femme. Donc voilà, je pense que j'aurais adoré prendre un café avec cette légende qui est Mariam Oba. J'aurais assisté également avec grand plaisir. J'ai lu Une si longue lettre, j'ai adoré et je suis 100% d'accord avec toi pour le coup. Et d'ailleurs, petite parenthèse, jusque-là, on n'a eu que des hommes au Dimanche du Cloud et ils étaient un peu tristes de ne pas avoir de femmes, donc je suis absolument ravi de t'avoir ce soir pour le coup. Effectivement, je pense que ça va inspirer pas mal de jeunes filles qui veulent se lancer dans l'IT, de voir qu'effectivement, il y a des personnes comme toi qui ont des carrières inspirantes dans l'IT. Et encore une fois, merci pour ça. Quel est ton super pouvoir? Alors, pour tout ce qui est super pouvoir, moi, je dirais plus que c'est ma capacité d'adaptation. Donc, je trouve que c'est un super pouvoir, tout simplement parce qu'elle me permet de m'ajuster efficacement aux changements et à certains défis de la vie. Donc, je ne parle pas tout simplement de capacité d'adaptation dans le secteur professionnel, mais également personnel. Donc, d'avoir une certaine flexibilité mentale qui favorise tout simplement la résilience, qui encourage aussi l'apprentissage continu et qui facilite un peu un leadership personnel efficace et qui aide à s'adapter, à gérer le stress, à tout ce qui englobe la vie au quotidien. Donc voilà, je trouve que c'est essentiel dans un monde aussi complexe et dynamique, tant sur le plan professionnel que personnel. Super pouvoir, pour le coup, j'adhère à 200% à ce super pouvoir et je pense que ça aide énormément autant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Donc, je suis absolument d'accord avec toi, Aïcha. Et dernière question, quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier, en fait, pour le coup? J'imagine qu'il y en a beaucoup, donc si tu devais en citer un. Alors, oui, il y en a beaucoup. Je dirais il y en a beaucoup et peut-être pas du tout. C'est très difficile de répondre à cette question. Et je dirais peut-être aussi que, en toute modestie, je pense que j'ai encore plein de choses à construire, plein de choses à accomplir dans la vie. Donc, je suis particulièrement fière un peu de mon parcours que j'ai eu jusque-là et surtout fière de rendre mes parents fiers de moi. C'est important. La femme que je suis devenue au cours de ces dernières années. Donc, ce ne sera pas voilà, un fruit, on va dire, allié à mon parcours, mais c'est plutôt le fait que mon parcours me rende mes parents fiers qui me rendent fière aujourd'hui. Effectivement, ils peuvent être fiers de toi et tu peux être fier aussi de ton parcours. Merci beaucoup, Aïcha. Merci pour ces réponses, donc, très inspirant, avec beaucoup de franchise. Donc, en tout cas, moi, ça m'inspire. Et si tu veux, je vais te passer la main pour qu'on parle maintenant de NoSQL. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais repartager mon écran. Alors, ça devrait être bon pour vous normalement. C'est parfait, on voit ton écran. Super. Alors, donc, bonsoir à tous et très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et encore merci, Amadou, de m'avoir permis de venir partager aujourd'hui mon expérience, mon parcours, ainsi que de parler d'un sujet particulièrement important dans le monde d'aujourd'hui, qui est le NoSQL et le cloud. Donc, le thème « Pourquoi et comment faire ?» Donc, l'idée, c'est plus de revenir sur les percepts de base de pourquoi le NoSQL, pourquoi ça a été mis en place, quelles sont les solutions qui existent et comment aujourd'hui on peut l'utiliser dans le cloud. Mais avant tout cela, donc, juste pour prendre en revue un peu l'agenda, donc je vais m'introduire. On a déjà commencé un peu à briser la glace.
Je vais faire une petite introduction, donc passer un tout petit peu rapidement sur mon parcours. Ensuite, on va parler de NoSQL et du modèle de données documents. Donc, travaillant chez MongoDB qui utilise le modèle de données documents, j'ai trouvé plus sens de parler de ce type de base de données NoSQL aujourd'hui. Ensuite, on va parler des différents use cases qui sont couverts par le NoSQL, la partie architecture, déploiement, et on va rentrer dans des choses beaucoup plus concrètes à travers une démo et conclure par aujourd'hui ce qu'on appelle une application data platform. Donc, on va voir un peu ce que ça signifie par la suite et vous inviter à un call to action à la fin. J'ai mis une section Q&A, questions-réponses à la fin aussi, mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions au fil de l'eau. Donc, cette session, elle se veut interactive. Posez vos questions dans le chat et moi et Amadou, nous sommes en train de monitorer. À tout moment, je prendrai des pauses pour répondre à vos questions. Donc, voilà. Alors, moi, Aïcha, qui je suis, j'avoue que je n'aime pas forcément parler de moi-même, mais alors, je suis née au Sénégal. Je suis née à Podor, dans la région de Saint-Louis, au nord du Sénégal, où j'ai fait le préscolaire. Et par la suite, avec ma famille, nous avons déménagé dans une plus petite île qu'on appelle Sokone, dans les îles du Saloum, du Sine Saloum, précisément dans la région de Fatick. Donc, c'est là-bas que j'ai fait tout mon parcours élémentaire, moyen et secondaire au lycée de Sokone, avant d'être admise par la suite à l'école polytechnique de Thiès, donc où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en informatique et télécommunications. Alors, donc sur ce point-là, moi, j'ai toujours voulu faire de l'informatique. Donc, c'est un peu marrant parce que cette passion m'est venue en regardant la série que je pense que vous connaissez, qui s'appelle 24 heures chrono. Et j'ai été tout simplement émerveillée par la capacité des hackers dans la série. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à être passionnée, à me renseigner sur le coding, voilà, entre autres, pour un peu de contexte. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas tout simplement l'école polytechnique de Thiès, donc on l'appelle communément EPT. Donc, c'est une grande école d'ingénieurs implantée au Sénégal qui forme des ingénieurs en Afrique de l'Ouest et au Sénégal, bien sûr, dans les domaines du génie civil, du génie électromécanique, avec une filière notamment aéronautique, et du génie informatique et télécommunications. Et donc, j'ai rejoint l'EPT où j'ai fait un tronc commun à l'image un peu des classes préparatoires ici en France. Et ensuite, j'ai choisi de faire GIT, donc le génie informatique et télécom, que j'ai pu réaliser en alternance avec Orange Sonatel à l'époque. Donc, ça a été une période qui m'a permis de monter en compétences et aussi de voir un peu les différentes possibilités que peut offrir l'informatique, donc les différents types de rôles, de missions que peut offrir l'informatique. Parce qu'à la fin, j'ai choisi d'évoluer dans la data et j'avais quand même fait du software development, du software engineering, j'ai fait de la data engineering, entre autres. Et par la suite, j'ai su que moi, je voulais vraiment travailler dans quelque chose où je manipule de la donnée. Et donc, j'ai plus transitionné vers du data engineering. J'ai également fait un peu de sport à l'EPT, notamment partie de l'équipe de volleyball, que je fais toujours, bon, un peu plus rarement maintenant, mais voilà, que j'essaie quand même d'appliquer au quotidien, du volley, du handball, entre autres. Alors, à la suite de cela, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en 2018 et j'ai rejoint, alors j'ai déménagé en France, on va dire. Donc, je suis venue en France et plus particulièrement à Lyon, où j'ai fait un master en Big Data et Business Intelligence. Okay? Donc, à la suite de ce master-là, j'ai fait un stage chez Capgemini. Donc, Capgemini, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une entreprise de services du numérique française qui est aujourd'hui présente dans de nombreux pays avec un peu plus de 300 000 collaborateurs à travers le monde. Donc, j'ai fait mon stage de fin d'études, de master. Et j'y suis restée par la suite pendant 2 ans et demi en tant que data engineer. Okay, donc, je suis toujours restée dans la data pendant les 2 premières années. Ensuite, j'ai plus transitionné vers de l'architecture en tant que solution architecte, spécialement cloud sur AWS. Et donc, j'ai eu à travailler là-bas dans différentes industries, dans le domaine de la finance, du retail, de l'énergie, entre autres. Et aujourd'hui, je suis chez MongoDB. Donc, MongoDB, j'ose espérer que vous connaissez. Moi, je l'avais connu quand j'étais encore à l'école.
Donc, c'est une entreprise américaine qui fournit des solutions de base de données et de gestion de la donnée de manière générale. Donc, aujourd'hui, j'occupe le rôle de Cloud Partner Solution Architect depuis le mois de février. C'est-à-dire que je m'occupe de la relation que nous avons avec les partenaires de MongoDB, essentiellement ici Microsoft, donc sur le territoire IMEA, c'est-à-dire Europe, Moyen-Orient et Afrique. Je suis référente technique avec le cloud Microsoft et notamment aussi avec Capgemini, mais un peu en transition. Donc voilà, un peu globalement mon parcours. Et ici, j'ai juste voulu mettre en exergue, on va dire, mes valeurs. Donc mes valeurs, l'excellence, l'honnêteté, de faire un travail qui fait du sens et aussi de mettre ma famille au cœur de ma vie. Donc je pense que je ne peux pas être quelqu'un, je ne peux pas devenir quelqu'un sans pour autant rendre fière ma famille et tout ce qui m'entoure globalement. Donc voilà. J'ai laissé ici une toute petite phrase par la suite parce que je pense que toute personne en soi doit être un leader pour lui-même, un leader pour les autres. Et donc, moi, je dirais un peu plus que je suis un leader dont l'essence se définit par un engagement à réaliser des choses, à réaliser des performances et à s'améliorer continuellement. Donc, bien sûr, tout en maintenant l'intégrité et une communication ouverte. Et cela s'étend aussi au bien-être physique, au bien-être mental, dans un environnement qui peut être dynamique, dans la solidarité, dans l'excellence et dans un environnement aussi où se développe et où tout le monde se développe et où chaque membre de votre équipe doit être encouragé à s'épanouir et à réussir. Donc voilà. Donc ça, c'était un peu en introduction pour ma part. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le modèle de données NoSQL. Alors, ici, pour contextualiser un peu, donc de façon très classique, depuis plus d'une quarantaine d'années, quand on développe une application, on met une base de données relationnelle, ok? Que ça soit du Oracle, que ça soit... aujourd'hui, on part sur des bases de données beaucoup plus open source, comme du Postgre, comme du MySQL, comme du SQL Server, par exemple. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour vous dire que les bases de données relationnelles, il faut tout mettre à la poubelle, que c'est une mauvaise technologie. Non. Donc je pense que si ça existe depuis 40 ans et que ça permet de gérer la donnée, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc simplement, le point de vue que je vais porter ici, que l'on porte, on va dire, c'est que ces bases de données relationnelles ont été créées, comme je disais, il y a 40 ans, donc à une époque où on n'avait pas forcément les mêmes challenges. Donc, typiquement, il y a 40 ans, le principal enjeu, c'était le coût de stockage de la donnée. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus une question de stockage, c'est plus une question de coût de temps de développement, de temps d'itération, de temps de mise à jour, de time to market, comme on dit. Et donc, on est plus dans une logique où on fait une application, on n'y touche plus du tout par la suite. Et donc, la structure en tant que telle, de stocker la donnée dans des tables, elle apporte une certaine rigidité, donc qui ne correspond pas forcément aujourd'hui à la façon dont un développeur code dans un langage orienté objet. Donc voilà, le constat, il est tout simplement là. Donc, et au-delà de ça, pour avoir une vision un peu plus architecture, on va dire, ce qu'on constate également, c'est qu'au sein d'une société, plus on multiplie les applications et donc leur base de données relationnelles. Donc, si on commence à avoir des cas d'usage très spécifiques, donc imaginons que votre cas d'usage nécessite de devoir faire derrière de la clé valeur, de devoir faire de gérer des données de type temporel, parce que vous avez par exemple des données capteurs dans le domaine de l'IoT, dans le domaine des crypto-monnaies, et que vous souhaitez collecter ce type de données-là. Donc, que vous voulez faire du graphe avec des relations entre les objets, de devoir faire du document, etc. Et donc, tout simplement, tout ça va nécessiter de rajouter une base de données niche, entre guillemets, qu'on va mettre par-dessus la base de données relationnelle. Et donc, potentiellement, rajouter une couche ETL, donc Extract, Transform, Load. Potentiellement, rajouter une couche type Layer Cache, donc une couche cache, on va dire un peu, pour augmenter la performance des requêtes. Okay? Et donc, à cela, si vous voulez rajouter dans votre application des outils de recherche full text, type Elasticsearch, ou bien du solaire, donc ça va rajouter aussi une couche supplémentaire dans ce cas-là, dans votre infra. Et puis, aujourd'hui, si vous commencez aussi à avoir des usages mobiles, si votre solution
a besoin de fonctionner offline ou bien sur du Edge, il faut bien sûr une base de données dédiée sur du mobile pour le Edge pour faire du Edge de manière asynchrone avec la base de données relationnelle. Et tout cela, je passe les notions de data tiering. Si je commence à avoir de la donnée froide, je vais mettre ça dans des data warehouses, des entrepôts de données ou bien des data lakes, etc. OK? Et donc, aujourd'hui, typiquement, on va retrouver, j'ai voulu lister ici pas mal de bases de données NoSQL qui existent aujourd'hui. Vous allez avoir MongoDB. Pour faire du document, on va voir un peu ce que c'est que le document. Vous allez avoir du Cassandra, un peu géré par DataStax. Vous allez avoir du DynamoDB, du CosmosDB, donc différents types de NoSQL, chacun à leur saveur, bien sûr, avec des bases de données un peu niches à côté pour faire du mobile, type Firebase sur Google, avec du time series type InfluxDB. Si je veux faire de l'analytics, je vais pouvoir utiliser un Snowflake, par exemple. J'ai mentionné tout à l'heure du full text avec Elasticsearch. On a toujours les anciens bases de données legacy relational, type Oracle, DB2, MySQL, un peu le mode un peu open source moderne, on va dire, Postgre avec différents serveurs aussi, que ce soit d'un cloud à l'autre. Et toutes ces nouvelles bases de données type NewSQL, type CockroachDB, type YugaByteDB, entre autres. Donc aujourd'hui, le monde des bases de données, il est tellement large, il est tellement vaste, on va retrouver des bases pour des use cases spécifiques. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le modèle de données document. Alors, qu'est-ce que c'est le modèle de données document? Donc ici, vous pouvez voir le contraste qui existe aujourd'hui entre les bases tabulaires ainsi que le modèle document. Donc là, j'ai voulu prendre un client. Donc si on prend des informations clients, ici j'ai le nom, le prénom, les emails, donc les informations référentes d'un client avec ses informations de contact, ses informations d'adresse, ses intérêts, entre autres. Donc on va voir que sur du relationnel, on va placer ces données dans des tables différentes. Et donc, pour construire un objet client, il va falloir faire des requêtes entre ces différentes tables-là. Donc, des requêtes de type select, étoile, left join, right join, voilà, ce qu'on a l'habitude de faire sur du SQL. À l'inverse, sur du modèle de données document, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à un JSON. Okay? Donc, s'il y a des développeurs dans l'audience, vous avez l'habitude de manipuler des API type REST. Donc, c'est quelque chose qui va vous être très familier. OK? Donc, c'est un objet, visuellement, c'est du JSON, auquel on va retrouver toutes les informations d'un client au même endroit. D'accord? Donc, ici, on change complètement de paradigme dans un modèle document. C'est-à-dire qu'en fait, les données qui doivent être accédées ensemble vont être stockées ensemble, au même endroit, pour éviter d'avoir plusieurs allers-retours entre plusieurs tables pour retourner une donnée spécifique. Donc, c'est plus simple, c'est plus intuitif à manipuler. Et donc, ça permet aussi d'avoir une correspondance naturelle avec les objets que vous avez dans le code parce que tout simplement, vous n'allez plus avoir besoin d'un objet type ORM, typiquement un Hibernate, avec quelque chose qui gère les schémas, les changements de schéma, quelque chose comme Liquibase, par exemple. Donc, on va venir mapper les objets dans le code exactement comme ils le sont dans la base. D'accord? Ça permet aussi de décomposer les interdépendances un peu entre les développeurs ainsi que les DBA. C'est aussi un modèle de données qui est polymorphique. Donc, polymorphique, c'est-à-dire qu'un document, donc un document ici, il peut contenir différents champs. Donc, d'un document à l'autre, on peut avoir des champs qui sont différents. Et vous pouvez à tout moment rajouter des champs, les supprimer sans pour autant avoir à mettre en arrêt votre application, à vous synchroniser avec des DBA, à mettre toute une chaîne d'automatisation pour la gestion des structures de données. Tout se fait de manière flexible, de manière simple, à l'exécution sans temps d'arrêt de service. Et c'est fortement typé, donc pour faciliter l'accès à la donnée. Donc, vous avez plus d'une vingtaine de types de données disponibles aujourd'hui. Et j'ai dit tout à l'heure que c'était du JSON visuellement, mais en fait, au niveau du stockage, on va venir stocker des JSON binaires. Okay? C'est ce qu'on appelle du binary JSON. Donc, c'est du JSON binaire et c'est ce qui permet d'avoir des types de données beaucoup plus larges que ce que vous pouvez avoir sur du JSON classique. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder le chat. N'hésitez surtout pas à poser vos questions si ce n'est pas clair, si vous voulez des éclaircissements, entre autres. Donc, voilà pour le modèle de données documents. Et tout simplement, aujourd'hui, avec MongoDB,
l'objectif, c'est justement de proposer une solution qui va permettre d'être évolutive. Okay, donc, en fonction de vos usages, de vos cas d'usage, de vous éviter d'avoir une multitude de bases niches dans votre architecture. Donc, à devoir rationaliser, à devoir sécuriser, entre autres. Et donc ici, on va retrouver aujourd'hui, et justement, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que voilà, on est les plus forts, qu'on a toutes les technos qui sont mentionnées ici, au-dessus. Simplement, notre logique aujourd'hui, c'est de dire... Voilà. Donc, tu peux continuer, Aïcha, il y avait quelqu'un qui s'est démuté. Mais juste, j'en profite, il y a une question de Fouki, donc je ne sais pas si tu l'as vu ou pas. Mais voilà, je te laisse continuer sinon. Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que je l'avais rajouté par la suite. Comment s'assurer d'un contrat de schéma de données fiable? Ça, c'est une très, très bonne question. Ça revient très souvent lorsqu'on parle du modèle de données document. C'est le fait qu'en fait, le schéma, oui, c'est flexible, mais c'est la porte ouverte à toutes les erreurs. C'est justement pour cela que nous avons introduit quelque chose qu'on appelle le JSON Schema. Donc, c'est fait pour gérer la gouvernance de vos données. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir appliquer un schéma spécifique sur la structure de vos données, vous dire par exemple que je veux que mon document, il ait cette structure exacte. Je veux que le nom, le prénom, l'adresse, le contact, il soit obligatoirement présent, par exemple, et qu'il respecte cette structure-là, que ça soit un string, que ça soit un décimal, que ça soit un objet géospatial. Donc, il y a tous ces paramètres que vous pouvez rajouter sur vos données si toutefois vous en avez besoin. Mais c'est flexible, en fait. Soit vous prenez partie de toute la flexibilité du modèle de données document, soit vous rajoutez de la gouvernance dessus selon votre besoin. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. OK. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, ici, tout simplement, notre logique, c'est de dire que de par la flexibilité du modèle qui a été choisi par les développeurs, notamment, qui ont fondé MongoDB, donc avec le mode de document JSON, on va être capable de faire beaucoup de choses et de se servir de Mongo comme une base de données très généralistique. Donc, où on va pouvoir faire du géospatial, on va faire du graphe, on va faire de la clé-valeur, des données de type time series, donc des données temporelles. Donc, on a aussi des capacités pour faire du mobile avec une base de données embarquée qu'on appelle RILM, qui est light, qui est optimisée, qu'on peut mettre sur les devices, qui va permettre de fonctionner en mode offline, avec toute une couche de synchronisation de la donnée et de gestion des conflits qui va être gérée par Mongo. Vous avez de la recherche full text donc comme sur de l'Elasticsearch, avec un service qu'on appelle Atlas Search, qui est basé sur du Apache Lucene, pour ceux qui connaissent. Et on va même pouvoir faire du vector search pour étendre les usages sur les usages de type intelligence artificielle aujourd'hui. Et tout cela va se concrétiser typiquement quand vous allez faire vos opérations avec la base de données, vous avez une API, une Query API, donc une API de requêtage composée de différents opérateurs. Et on a aujourd'hui ce qu'on appelle l'Aggregation Framework. À l'intérieur, vous avez des dizaines d'opérateurs pour faire de l'analytics de manière avancée, mais également pour faire du transactionnel. Et tout ça sur des drivers, la plupart des drivers qui existent aujourd'hui, que ce soit du Java, que ce soit du Python, du Node.js, donc du JavaScript entre autres, sur du Shell, sur des extensions VS Code pour ceux qui travaillent un peu sur des IDE, mais également avec des outils desktop pour pouvoir explorer de la donnée, avec un outil notamment qu'on appelle Compass, qui est à l'image un peu d'un Data Studio ou bien d'un Beaver, typiquement. Et tout cela, comme je disais, pour supporter et des use cases de type transactionnel, donc opérationnel, ou bien de l'analytics, ou bien des use cases de type search. Donc, typiquement, du search, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Tous les jours, on fait de la recherche un peu sémantique, on va dire. Mais l'idée, c'est de donner une API unifiée qui permet de rationaliser tous ces usages-là à travers une seule et même technologie. On utilise, alors j'ai une question, on utilise quel genre de requête pour exploiter les données? Typiquement, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, en termes de requête, on va utiliser une Query API qui va faire ce qu'on appelle du MongoDB Query Language. Je vais vous montrer par la suite dans la démo comment vous pouvez construire vos requêtes sur du Mongo. Et tout cela à travers un écosystème d'outils que vous pouvez intégrer autour de votre base de données. Donc aujourd'hui, que ça soit du streaming avec du Kafka, que ça soit du Spark,
des outils BI. Si vous faites du Kubernetes, on a des opérateurs spécifiques pour faire du Kubernetes avec MongoDB, entre autres. Donc, c'est un bon citoyen, on va dire, dans l'écosystème data d'aujourd'hui. Et pour revenir un peu sur les chiffres, ici, j'ai juste voulu vous montrer ce que c'est MongoDB aujourd'hui, donc dans le marché des bases de données. Donc, aujourd'hui, on se positionne comme le leader du marché sur le NoSQL. Si vous regardez des sites typiquement qui classent la popularité et l'usage des bases de données du marché, comme DB Engine, donc on est juste derrière les grands, les plus connus, donc les mastodontes on va dire, du monde relationnel, que ce soit du Oracle, du MySQL, du SQL Server ou du Postgre. Donc, on va être aujourd'hui le numéro 1 sur toute la partie NoSQL. Et c'est d'ailleurs tout cela donc a amené une évolution très, très, très rapide et une grosse adoption par le marché, donc énormément de téléchargements, un énorme programme de formation qui s'appelle MongoDB University, qui est parfaitement gratuit, avec des certifications à la clé, un certain nombre de chiffres récapitulés ici, donc notamment avec plus de 45 000 clients à travers le monde et plus de 300 millions de téléchargements aujourd'hui. Et puis, tout simplement, on parle de cloud. Donc, en 2016, nous avons lancé Atlas, qui est un service managé multi-cloud, donc afin de faire du MongoDB en tant que service managé. Parce que tout simplement, avec l'avènement du cloud, AWS, GCP et Azure, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie appétence pour le fait d'avoir quelque chose où une base de données devient une plateforme as a service. Donc, et puis depuis, nous avons lancé Atlas qui a depuis énormément de succès. Mais vous avez aussi des versions d'entreprise pour ceux qui veulent rester sur du on-prem ou bien même la version communautaire. Moi, j'ai découvert MongoDB à travers la version communautaire que vous pouvez tous télécharger et tester. Atlas, on va le voir par la suite. Ce que c'est, comment vous pouvez déployer, manipuler vos données. Et pour aller un peu plus rapidement, donc ici, j'ai juste voulu synthétiser, on va dire. Donc aujourd'hui, on va reprendre le meilleur des deux mondes, OK? Donc tout ce qui fait la force des relationnels aujourd'hui, donc toute la partie transactions, notamment avec des transactions acides, la gestion de la sécurité, des requêtes qui sont expressives. Mais nous allons rajouter à tout cela les forces et les bénéfices du NoSQL et du Big Data. Donc le fait d'avoir des structures de données qui sont flexibles, le fait de pouvoir faire de la scalabilité, de la distribution de données de manière native, sans pour autant rajouter un outil tiers, et de pouvoir aussi avoir une certaine flexibilité de déploiement de vos clusters. Donc, vous choisissez où vous voulez mettre vos données selon les usages que vous avez ou selon la position de vos clients. Donc, voilà. En termes de use case, est-ce que je vais voir s'il y en a des questions? Non. Pas de question. Tu peux juste vérifier le lien que j'ai partagé, c'est le bon. Ah, il y a une question. Je laisse la lire du coup aussi. OK. Ouais. Oui, le lien, il est bon. Du coup, j'allais le partager à la fin, typiquement. Quelle est la différence entre Atlas et DocumentDB en termes de pricing et de performance infra? Alors, du coup, c'est une question assez spécifique. Je vais donner une réponse globale. Donc, DocumentDB, avant tout, tu rigoles. DocumentDB aujourd'hui, c'est pour faire du MongoDB sur AWS. Alors, sachant que derrière DocumentDB, ils utilisent une API de Mongo. Donc, derrière, il faut une émulation de l'API de MongoDB. Donc, ce n'est pas forcément les binaires, toute la partie gestion, White Tiger, tout ça qui est géré derrière. Et en termes de pricing, c'est différent. Le pricing, on va dire, de DocumentDB, il va être un peu inhérent à comment ça fonctionne, comment cela fonctionne sur du AWS. On va voir un peu comment ça se passe en termes de pricing sur du Atlas, sachant qu'on ne propose pas les mêmes tiers, on va dire. Nous avons un cluster gratuit, après on a du serverless, après on a du dedicated. Mais voilà, si je peux dire, je peux fournir un lien tout à l'heure, un lien qui montre un peu la compatibilité de DocumentDB par rapport à MongoDB. Donc, vous allez voir, Fouki, que DocumentDB ne va pas satisfaire à plus de 50% des tests de compatibilité de MongoDB aujourd'hui. Donc, voilà. Il va y avoir un certain biais dans mes explications parce que je travaille chez Mongo, mais cela va de soi et on pourra deep diver un peu plus tard sur ces sujets-là. Mais je te partage ces informations par la suite.
Parfait. Donc, alors, en termes de use case, donc, bien sûr, on va retrouver toutes les notions de type catalogue, donc, où on va avoir besoin de beaucoup de changements. Donc, typiquement sur des sites e-commerce où on a besoin de gérer des catalogues de produits. Donc, il y a toute la partie personnalisation aussi, où du coup, on va pouvoir faire des choses sur mesure pour, par exemple, pour les parcours clients. Je parlais de l'IoT tout à l'heure, tout ce qui est mobile edge avec des services spécifiques. La GenAI, aujourd'hui, c'était quelque chose qu'on supporte à travers notamment un service qui s'appelle Vector Search, qui permet de pouvoir stocker des vecteurs, des embeddings au même endroit que vos données, que vos métadonnées. Donc, voilà. Un use case très classique aussi, c'est la single view ou bien la Customer 360. Donc, en fait, typiquement, beaucoup de clients qui ont commencé à utiliser du MongoDB, ils l'ont placé au-dessus de leur base de données relationnelle. Donc, pour aller chercher de la donnée qui était potentiellement dupliquée dans plein d'applicatifs. Et donc, s'en servir comme on va dire, un data layer qui va permettre d'avoir une vision 360 de mon projet, de mon produit, de mon client de manière générale. Et donc, ensuite, développer une API par-dessus pour pouvoir exposer de la donnée. Donc, voilà. Donc, on va se retrouver dans du paiement. Donc, une multitude de use cases qu'on va pouvoir supporter à travers notamment le modèle document. Et il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné, je pense que je n'ai pas mis ici. Il y a également tout ce qui est gaming, typiquement des notions où on retrouve beaucoup de notions de scalabilité, de performance, de mise à jour. Donc, aujourd'hui, des jeux comme Fortnite, où beaucoup de jeux d'Ubisoft utilisent du MongoDB, typiquement. Donc, voilà. Et pour résumer un peu, j'ai voulu mettre ici 4 grands axes dans lesquels on va se positionner. Donc, si vous avez des applications back-end où vous avez besoin de traiter des données, des objets live, donc en real time, donc c'est des use cases qui sont particulièrement pertinents pour du Mongo. Si vous avez besoin de traiter de la donnée qui vient de plusieurs sources de données, à travers le modèle de données document qui est flexible, donc c'est particulièrement aussi pertinent pour faire du Mongo, du streaming, donc pour streamer de la donnée en mode temps réel, ou bien même pour pouvoir agréger de la donnée à travers plusieurs producteurs de données sur des API en mode batch ou bien en mode real-time. Donc voilà. Donc architecture et déploiement. Je vais aller un peu plus rapidement parce que je veux prendre plus de temps sur la démo. Mais en termes d'architecture et de déploiement, et je pense que ça va faire sens aussi à la question de Fouki tout à l'heure sur cette partie-là. En termes d'architecture, donc, je pense que vous avez déjà eu des sessions cloud par la suite où vous avez parlé beaucoup de haute disponibilité, de scalabilité, d'infra as code notamment. Donc aujourd'hui, pour faire de la haute dispo sur du Mongo, on a quelque chose qu'on appelle les réplica sets. OK? Donc, Mongo excusez-moi. Okay. On va pouvoir assurer la haute disponibilité de vos données grâce au réplica set. Donc, un réplica set, c'est quoi? C'est constitué de plusieurs machines connectées qui stockent les mêmes données. Donc, afin de garantir que si quelque chose arrive à l'une des machines, donc les données resteront disponibles. Okay? Et dans un réplica set, vous avez un nœud primaire. Ici, par exemple, ça peut être ce nœud-là. Vous avez un nœud primaire et vous avez d'autres nœuds qu'on appelle les nœuds secondaires, donc dans lesquels les données du primaire sont répliquées de manière asynchrone. Et par défaut, toutes les lectures et toutes les écritures sont effectuées sur les primaires. OK? Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que sur Atlas, vous allez pouvoir déployer vos clusters ou vos nœuds, les nœuds qui composent vos clusters dans différents clouders, donc pour pouvoir faire du multi-cloud en temps réel. Donc, je peux passer un nœud sur AWS, un nœud sur Azure, un nœud sur GCP, de sorte qu'en fait, si je perds mes données sur AWS ou sur une région spécifique, je peux les retrouver sur GCP et vice-versa. Notamment avec des notions de SLA. Et c'est typiquement avec ce type d'architecture aussi qu'on va pouvoir faire tout ce qui est maintenance, tout ce qui est workload isolation. Maintenance, pourquoi? Parce qu'en fait, quand il va y avoir une mise à jour de version, si je prends cet exemple-là, on va venir mettre à jour d'abord les secondaires. Ensuite, il y a une élection qui va se faire pour que le secondaire devienne primaire et l'ancien primaire soit mis à jour. Donc, tout se fait en mode ce qu'on appelle rolling fashion. Donc, tout se fait en mode rolling. Et vous pouvez avoir jusqu'à plus d'une cinquantaine de copies dans un réplica set.
À cela s'ajoute aussi le fait que typiquement, si vos données commencent à augmenter de façon exponentielle ou bien que vous avez plus besoin de lecture ou d'écriture dans votre cluster, vous pouvez faire de la scalabilité horizontale. Donc, le fait de pouvoir distribuer vos données de manière horizontale à travers un process qu'on appelle le sharding. Donc, le sharding, typiquement, ça vous permet de pouvoir rajouter des shards. Donc, un shard, c'est composé d'un réplica set. Donc, je vais pouvoir rajouter le nombre de shards nécessaires pour accommoder mon use case ou accommoder le volume de données, le stockage, la capacité mémoire, les CPU nécessaires. Et tout cela va être complètement transparent à votre application. Vous avez juste à définir la clé de distribution de votre donnée et le serveur s'occupe de tout le reste. Bien sûr, avec différents types de policies de distribution de la donnée, que ce soit du hash pour faire de la distribution aléatoire ou bien du range, c'est-à-dire je définis les plages de données que je veux mettre d'un shard à l'autre, ou bien je mets du zone. Du zone, c'est plus quelque chose qu'on appelle du tagging, en fait. Je rajoute un tag sur mes données et selon le tag que je vais rajouter sur mes données, on va pouvoir les déployer sur un shard spécifique. Alors, il y a une question, donc à quelle échelle placez-vous MongoDB par rapport au CAP? OK, ça c'est une très bonne question. Donc, MongoDB aujourd'hui, ça va plutôt être sur du CP, OK? Donc, on va privilégier la consistance de la donnée, donc une consistance forte de la donnée avec partition tolerant, donc le fait qu'en fait, que si je perds une partition de ma donnée, je vais toujours pouvoir la retrouver à travers les réplica sets. Donc, on va privilégier le CP par rapport au A, OK? Donc, par rapport au A dans le cap théorème, availability. C'est tout nouveau. Alors, j'ai une autre question. Je ne suis pas développeur. C'est tout nouveau pour moi. Quasiment toutes les notions que vous utilisez sont dans Kubernetes. Y a-t-il un lien avec Kubernetes ou la containerisation? Alors, OK. Ça, c'est une bonne question. Donc, ici, les notions qu'on utilise ne correspondent pas exactement aux mêmes notions que sur Kubernetes. Nous disposons d'un opérateur typiquement qui vous permet de déployer vos clusters dans du Kubernetes, mais quand je parle ici de réplica set, c'est un peu similaire, on va dire, dans la notion, dans la syntaxe, mais dans la manière de fonctionner. Donc, under the hood, c'est pas forcément la même chose. Mais oui, on va retrouver, vu qu'on parle de cloud, les notions sont assez similaires d'une technologie à l'autre. On va aussi retrouver les notions de réplica set dans du Redis, qui est pour faire du cache, mais ce n'est pas forcément la même définition de réplica set d'un cloud à l'autre, même si derrière, on entend un peu que l'objectif, c'est de faire de la haute disponibilité, typiquement. Et pour terminer sur cette partie-là, on va parler de sécurité. Donc, pour la partie sécurité, on va retrouver toute la partie authentification, autorisation avec des airbags, du chiffrement, donc du chiffrement end-to-end avec le chiffrement au repos, en transit, et du chiffrement côté client, ainsi que toutes les fonctionnalités d'auditing, que ce soit du data manipulation, data control, entre autres. Domain manipulation et domain control plutôt. Je vais aller un peu plus vite pour passer sur la démo, parce que je suis perdue un peu de temps au début. Et maintenant, pour tout ce qui est déploiement, donc comme je disais tout à l'heure, on a Atlas qui nous permet de faire du cloud, okay, du public cloud, avec bien du cloud managé. Et Enterprise Advanced qui va plus être sur la partie on-prem, donc pour des clients qui vont déployer leur cluster sur leur propre serveur. Ou notamment aussi, des fois, on retrouve des clients qui commencent sur la partie on-prem et après bougent sur Atlas et qui gardent un peu une certaine hybridité de leur déploiement. Atlas, donc comme on le disait tout à l'heure, c'est la solution qui vous permet aujourd'hui de déployer vos clusters sur AWS ou bien sur Google Cloud ou bien sur Azure, de manière complètement multi-cloud pour rester un peu agnostique du cloudeur. Donc, c'est self-service et c'est élastique, on va le voir, c'est hautement disponible et global. C'est sécurisé par défaut et vous avez des métriques pour faire du monitoring, ainsi que de gérer toute la partie backup qui va être gérée pour vous. Alors, ici, pour parler de démo, je vais tout simplement bouger mon écran sur... J'espère que vous voyez toujours mon écran.
C'est tout bon. Amadou, tu me dis que... OK, parfait. Je vois ton... Est-ce que tu peux peut-être zoomer un petit peu? Après, c'est peut-être mes dires, hein, mais voilà. Si c'est Oui, bon. c'est tout bon comme ça? Oui, je pense que c'est bon. Sauf si on a des feedbacks, mais pour le Ouais, moment, on va avancer. je mets encore un peu plus. Parfait. Donc, on a beaucoup parlé d'Atlas. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est ici? Je réponds à la question de Alassane juste après, dès que je termine cette partie-là. Donc, ici, vous avez Atlas, l'interface d'utilisateur d'Atlas. Donc, si vous partez sur cloud.mongodb.com, vous pouvez déjà commencer à créer un cluster de tests gratuit et gratuit à vie, donc limité en termes de ressources, mais au moins, c'est déjà ça pour commencer, pour tester certaines fonctionnalités. Et donc, là, pour créer un cluster, vous allez voir, si je viens sur Create, moi, j'en ai déjà un qui tourne ici, mais si je viens ici sur Create, je vais pouvoir déployer, faire la configuration de mon cluster. Et vous allez voir ici, on a trois choix possibles. Donc, soit vous faites du Share It. Donc, du Share It, ici, c'est la version gratuite. Donc, ici, vous pouvez choisir de créer votre cluster sur un cloud spécifique, par exemple sur AWS, je choisis la région. Vu que c'est gratuit et que c'est partagé, c'est le tiers qu'on appelle le M0 Sandbox. Donc, vous allez avoir la mémoire qui va être partagée et le stockage est limité à 512 mégabytes de données. Vous pouvez choisir ici de faire la version, notamment sur la version gratuite, c'est directement sur la dernière version, donc qui est la 7.0, et vous ne pouvez pas faire de backup. Mais vous pouvez quand même décider de supprimer votre cluster par la suite, si vous le souhaitez. Mais si pour revenir, donc sur ce choix-là, donc sur la version partagée, tout le monde peut y aller, créer son cluster et commencer à manipuler, commencer à utiliser. Ensuite, vous avez la version serverless, donc comme son nom l'indique, pour faire du MongoDB de MongoDB Atlas de manière serverless directement, et des clusters dédiés. Donc, si vous savez à l'avance les types de use cases que vous allez avoir, le load qui va arriver sur votre cluster, vous allez pouvoir faire du dedicated, donc des clusters dédiés. Et là, typiquement, ce que je vais pouvoir configurer, c'est déjà si je veux faire du multi-cloud, du multi-région ou de la workload isolation. Donc, ça, je vais vous montrer juste après ce que ça signifie. Donc, je vais venir cocher ce bouton-là et je vais pouvoir choisir. Donc, j'ai un cluster AWS, je veux dire que je suis à Paris, je vais mettre mon cluster à Paris. J'ai des clients qui sont aux États-Unis, par exemple, je vais dire, et qui sont dans une région qui n'est peut-être pas présente sur AWS, je vais dire, je vais mettre mon client, mon nœud sur GCP, South Carolina. Et ensuite, ce que je peux jouer aussi, c'est de répartir mes nœuds entre ces différentes régions. Je peux dire que je veux mettre un nœud aux États-Unis, un nœud à Paris, deux nœuds aux États-Unis. Et on va voir que si je mets un nombre qui est pair, je vais avoir un message d'erreur. Tout simplement vu que ici, pour la haute disponibilité, il va y avoir des élections. Donc, si j'ai un nombre pair, je risque d'avoir ce qu'on appelle un split brain. Donc, je vais me retrouver avec un cluster sans primaire. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un nombre impair. Donc, que ce soit 3, 5 ou 7 sur le cluster. Et ainsi de suite, je peux dire que je veux un nœud sur Azure et je vais pouvoir dire, par exemple, si le client il est en Asie, en Inde, je mets un nœud en Inde. Donc, je répartis mon cluster de manière multi-cloud, multi-région sur différents cloud providers. Ensuite, si j'ai beaucoup de reads, que des read only, je peux dire que je rajoute ici un nœud de type read only, donc par exemple à Montréal. Et je peux rajouter aussi ce qu'on appelle un analytics node pour faire de la workload isolation. Ici, le nœud analytics, c'est quoi? C'est qu'en fait, que dans mon réplica set, je vais pouvoir rajouter un nœud qui va complètement isoler les charges de travail de type analytique. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'est rendu compte qu'en fait, quand on fait beaucoup d'analytics sur un cluster, il peut arriver que ces usages analytiques, ils déteignent sur les autres usages opérationnels, sur les nœuds de haute disponibilité. Et c'est pour ça, maintenant, c'est possible de rajouter un nœud analytique qui va être complètement isolé, qui ne participe pas aux élections et qui ne peut pas devenir primaire. Donc, il est là uniquement pour servir les usages de type analytics. Et voilà. Donc, ensuite, vous avez toute la partie full text search que vous pouvez rajouter. Et par la suite, vous avez les différents tiers. Donc, si vous avez des applications qui viennent de démarrer ou bien des applications, vous voulez migrer des grosses applications, vous pouvez choisir le tiers qui vous sied le plus. Notamment, là, je choisis par exemple un M30. Sur le M30, j'ai 8 Go de RAM, 32 Go de stockage que je peux ajuster
avec le storage scaling ici. Donc, dès que j'atteins 90% de mon stockage, automatiquement, le serveur va rajouter du disque. Et je peux aussi faire du scaling, de l'auto-scaling des tiers. C'est-à-dire qu'ici, si j'active ce bouton-là, je peux dire que je veux que mon cluster minimum, c'est un M30, mais je veux qu'il soit capable de scaler jusqu'à un M50. Et pareil, je veux dire qu'une fois que le pic de charge est passé, je veux aussi être capable de pouvoir scale down, donc de revenir sur un tiers qui est sur le tiers, le minimum tiers que j'avais configuré. Donc, vous avez toute la partie storage scaling et cluster share scaling qui est disponible ici, ainsi de suite. Et les configurations additionnelles que vous allez avoir ici, c'est la version. Donc, je choisis la version que je veux ou bien je me mets sur la dernière version disponible. Le cloud backup, c'est-à-dire qu'ici, on va faire des snapshots qui vont être directement liés à votre cloud provider. Okay? Et pour des clients qui ont un RPO qui est beaucoup plus poussé, vous pouvez aussi faire du continuous cloud backup où ici, on va typiquement streamer le journal des opérations pour les stocker dans un stockage objet. Voilà. Donc, pareil pour le sharding, vous pouvez le configurer ici, mettre le nombre de shards dont vous avez besoin, ainsi que d'autres configurations additionnelles. À ce stade-là, vous avez une estimation du prix de votre cluster par mois et vous pouvez créer votre cluster. Je ne vais pas le créer parce que j'en ai déjà un qui tourne. Mais une fois que le cluster il est up, là, vous pouvez avoir accès déjà à toute la partie monitoring, c'est-à-dire que je vais avoir… Alors, vous allez voir des rouges et des bleus. Ça, c'est normal parce que tout simplement pour des opérations de type FinOps, ce que je fais, c'est que chaque jour, j'éteins mon cluster et je le rallume le lendemain. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois que j'éteins mon cluster, j'ai une barre rouge et chaque fois que je le rallume, j'ai une barre orange. Et donc là, si je viens filtrer sur la semaine dernière, par exemple, là, j'ai différents types de métriques que je peux monitorer. Et donc, ces métriques-là, que ça soit sur l'infra, que ça soit sur l'infra ici, sur le hardware, ou bien sur les opérations que je fais en soi. Donc, vous avez plus d'une centaine de métriques disponibles ici. Et aussi, vous avez, ça, c'est la vue historique du monitoring, mais vous avez aussi la vue real-time. Donc, vous avez une vue en temps réel de ce qui se passe sur votre cluster. D'accord? À cela s'ajoute aussi toute la partie profiler, c'est-à-dire qu'en fait, je peux venir vérifier les requêtes que j'ai faites sur mon cluster et regarder les plans d'exécution pour voir si mes requêtes ne sont pas optimales, comment est-ce que je peux les rendre beaucoup plus performantes. Et aussi, on rajoute à cela un outil, ce qu'on appelle le Performance Advisor, qui va aller scanner vos opérations et vérifier en fait que vous avez des index qui sont créés, que vous utilisez les bons schémas, entre autres. Donc, il va vous préconiser de soit créer des index, soit en supprimer, soit modifier votre schéma ou d'utiliser des outils de la data platform, typiquement Atlas Search, lorsqu'il voit que vous faites du regex sur du full text search. Voilà. Donc, je vois qu'on est un peu pris par le temps, mais vous pouvez créer par la suite de vous-même vos clusters Atlas gratuits, donc un cluster gratuit, et vous aurez la possibilité de revoir toutes ces notions-là, toute la partie notamment backup, toute la partie, donc sur le backup ici, comme la configuration des backups, toute la partie gestion du network, comment je fais du VPC peering, comment je fais du private endpoint, comment je gère l'accès à ma donnée à travers des rôles spécifiques. Donc voilà, vous avez toute une panoplie, on va dire, d'outils disponibles que vous pouvez configurer pour la gestion de vos données ainsi que la gestion de la sécurité. Et je vais juste conclure ici sur le fait qu'on a parlé de MongoDB, on a parlé d'Atlas, on en a parlé en tant que base de données aujourd'hui, mais Atlas, c'est beaucoup plus que ça. Donc aujourd'hui, vous avez plein d'outils qui tournent autour de la base de données, qui vous permettent de rationaliser votre stack, de développer vos applications de manière beaucoup plus rapide. Et parmi ces outils-là, vous allez avoir, j'ai parlé de Search et Vector Search pour faire du full text search, pour faire de la recherche sémantique. Vous avez des outils d'archivage, donc pour archiver de la donnée dans un stockage froid et toujours être en capacité de la requêter. Vous avez les usages de type mobile, vous avez tout ce qui est backend as a service, c'est-à-dire ici, en fait, c'est un service qui s'appelle App Services qui va vous permettre de créer
des API REST, des API de type GraphQL, de créer des fonctions serverless, de faire du trigger directement sur la plateforme sans pour autant avoir à gérer ça, à gérer toute la logique applicative en local. Et bien sûr, vous avez aussi un service de visualisation de la donnée directement sur vos données Mongo qui s'appelle MongoDB Chart. Quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est que j'ai dit tout à l'heure, vous avez fait je sais que la session dernière, vous aviez parlé de l'infrastructure as code de mémoire. Tout ce que je vous ai montré ici sur Atlas, donc au clic, la création du cluster, le monitoring. Donc, toute cette partie-là, c'est des choses que vous pouvez faire directement sur de l'infrastructure as code. OK? Donc, vous pouvez les gérer de manière programmatique. Vous pouvez utiliser l'API d'Atlas. Nous avons une API d'administration inclue aussi si vous voulez faire vos propres cron, faire votre propre logique de déploiement avec vos propres outils. Ça aussi, c'est des choses qui sont possibles. Maintenant, alors, avant de passer à cette partie-là, je vais tout simplement répondre à la question est-ce que MongoDB, alors, est-ce que Mongo peut être déployé comme persistent volume sur un déploiement Kubernetes? Si oui, comment? Oui, alors, exactement. Donc, en termes de déploiement, c'est complètement flexible. Aujourd'hui, on a, comment ça se fait, c'est que vous avez un opérateur Kubernetes qui est disponible, qui va vous permettre justement d'automatiser toute la partie définition de vos clusters sur du Kubernetes. Après, ça dépend si vous êtes sur du Atlas, si vous êtes sur de l'enterprise ou bien sur du communautaire, vous avez des opérateurs différents. Bien sûr, la communautaire, il y a moins de fonctionnalités disponibles et vous allez retrouver notamment sur la documentation des tutoriels end-to-end sur comment vous pouvez déployer votre cluster. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Il vous suffit juste de rajouter cette définition-là des serveurs, de ce qu'on appelle le Ops Manager si vous êtes en local. Donc, c'est un peu l'outil de la tour de contrôle type Atlas, directement sur votre cluster Kubernetes. Et pareil aussi si vous êtes sur de l'Atlas. Mais tout ça est automatisé à travers l'opérateur, du coup. Et maintenant, pour la partie Call to Action. Donc, il y a eu pas mal de questions et pour pouvoir justement deep diver sur ces questions-là, aujourd'hui, vous avez quelque chose qu'on appelle MongoDB University. Je l'ai mentionné au début. Donc, c'est une plateforme qui est complètement gratuite. Une fois que vous créez votre cluster et que vous revenez ici, alors moi, je n'étais pas en train de vous montrer voilà, MongoDB University. Je me rends compte que je ne vous avais pas montré. Donc, ça, c'est MongoDB University. Et MongoDB University ici, une fois que vous créez votre compte Atlas, vous pouvez y accéder directement à travers le menu. Donc, vous y accédez ici, ou bien vous allez à learn.mongodb.com. C'est le lien que Amadou a copié tout à l'heure. Et vous avez accès à pas mal de cours, de learning path, que ça soit sur du développeur. Donc, typiquement, si on prend le Associate Developer Certification, vous allez avoir pas mal de... déjà les détails, vous allez avoir le contenu du cours, les différents learning paths que vous pouvez suivre, des examens practice pour préparer la certification, entre autres. Et en termes de certification, typiquement, vous allez avoir associé développeur et associé DBA. Donc, dépendamment de votre profil, si vous êtes développeur, je pense que ça fait plus sens de faire la développeur. Si vous êtes DBA, de faire la DBA, ou bien vous pouvez faire les deux si vous le souhaitez. Et bien sûr, avec des badges et avec des certifications à la clé à la fin. Donc, pour tous ceux qui veulent en savoir un peu plus sur MongoDB, comment je l'utilise avec du Python, comment je fais avec du Java, comment je monitore mon cluster, comment je fais de l'infra as code, tout ça, c'est des learning paths qui sont disponibles directement sur la plateforme que vous pouvez explorer et commencer à apprendre de manière gratuite. Et puis voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Donc, on a répondu à des questions au fil de l'eau, mais si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez surtout pas. J'ai essayé d'aller un peu plus rapidement sur certaines sections parce qu'on était un peu pris par le temps, mais voilà, j'espère que vous avez appris et que ça a été pertinent pour vous. Non, c'était parfait. Donc, je ne sais pas si tu vois les clubs d'ailleurs dans le chat. Ouais. C'était parfait, c'était très instructif. Notamment pour ma part, j'ai appris énormément. Alors, il y a une question, j'ai pas bien compris la question. Peut-être que tu peux lire avec moi de Maps. Oui, de Maps, insérer et delete une donnée sur la base MongoDB. Donc, c'est du CRUD classique,
Quand faire c'est vrai que je suis passée, je n'ai pas montré cette partie-là, mais si je reviens sur mon cluster, vous allez voir ici, j'ai Browse Collections. Donc, collection, c'est l'équivalent de table dans du MongoDB. Et si je prends, par exemple, une base de données qui s'appelle SampleMFix, qui a des données de type film, je viens sur Movies, sur la collection Movies. Vous allez voir ici, j'ai la liste de mes documents. Et ce que je peux faire, c'est que ici, j'ai la section agrégation. Donc, c'est l'aggregation framework dont je parlais tout à l'heure. Donc, je peux déjà commencer à rajouter des stages pour manipuler ma donnée. Donc, par exemple, si je fais un $match, je peux manipuler, je peux commencer à requêter ma donnée. Donc, typiquement, si je dis, je recherche le film dont le title est égal à, alors je n'ai pas de title en tête, mais je pense qu'on a quelque chose type Godfather, le parrain. Voilà, donc j'ai un document qui m'est retourné ici. Donc, c'est un framework multi-stage dans lequel je peux faire mes opérations et visualiser, mes résultats. Et ici, on change un peu la manière de faire parce que la sortie d'une étape devient l'entrée d'une étape de la prochaine étape. Donc, c'est différent de comment vous fonctionnez un peu de manière imbriquée avec du SQL. Donc, c'est complètement différent. Pour insérer de la donnée aussi, c'est simple, c'est du insert. Vous avez des fonctions spécifiques. Je peux le faire ici, typiquement sur le UI, donc sur l'interface, insert document, j'insère mes données. Mais pour le faire de manière programmatique, c'est tout simplement db.collection.insert. Insert many, si je veux insérer plusieurs documents, et je donne le document que je peux insérer. Voilà. Excellent, excellent. Il y a quelqu'un qui te félicite, donc félicitations pour la qualité du webinaire. On va déborder juste de 5 minutes rapidement parce que je pense qu'on pourrait t'écouter pendant... Je parle beaucoup, je suis désolée. Non, c'est très clair. On va peut-être prendre juste une ou deux questions en plus. Donc, peut-être une question de Fouki. Donc, voilà, je te laisse lire la question. Concernant le RPO sur le backup, on paie uniquement les coûts qu'engendre l'infra, Archive S3 par exemple, où nous avons des coûts supplémentaires propres à MongoDB Atlas. Alors, du coup, concernant le RPO, il y a deux choses. Donc, si je viens ici, donc si c'est du snapshot, si vous faites du backup de type, si je viens là, de type snapshot, vous allez payer uniquement les coûts d'infra engendrés. Et d'ailleurs, en termes de pricing sur Atlas, on va pricer juste le stockage, le network, et si vous avez activé des features type, par exemple, des features additionnelles, par exemple, je veux rajouter un LDAP, je veux faire de l'auditing, entre autres. Maintenant, si on fait du continuous cloud backup, par rapport à ce point-là, sur le RPO, si on fait du continuous cloud backup, ici, vu qu'on stream continuellement l'uplog, ce qui va se passer, c'est que cet uplog-là est streamé dans un stockage objet. Donc, je reprends ton exemple sur S3, par exemple. Là, il y a un coût additionnel. Okay? Donc, il y a un coût additionnel par rapport au type de backup que vous avez activé ou pas. Et c'est pour ça que je conseille très souvent aux clients de désactiver le Continuous Cloud Backup au début, parce que oui, par défaut, c'est activé, il faut le désactiver, sinon vous allez payer plus cher. Donc, voilà. Ok, super. Alors, une question cette fois-ci, c'est une question qui vient de moi, je suis curieux. Ouais. Imagine que je suis un client et puis je n'ai pas beaucoup d'argent, je commence par le MongoDB communautaire parce qu'il n'est pas payant et je scale et tout se passe bien. Maintenant, je veux passer à Atlas. Voilà. Est-ce qu'il y a des accélérateurs? Est-ce que c'est facile, compliqué? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Oui, exactement. Ça, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, la plupart de nos clients commencent sur du communautaire. Ce qui se passe, c'est que oui, il y a pas mal d'accélérateurs et notamment, il y en a un qu'on appelle le Live Migration. Okay? Live Migration, c'est un outil qui va vous permettre de faire une migration en mode live sur Atlas. Et comment ça se passe, c'est que je crée mon cluster brut, donc mon cluster qui n'a pas de données. Et dans mon cluster, j'ai une option ici qui s'appelle Migrate Data to this cluster. Donc, si je viens sur Migrate Data to this cluster, donc je fais du General Live Migration ici. J'ai pas mal d'instructions que je dois suivre, voilà, que je peux skip ici pour vérifier que j'ai la configuration nécessaire pour faire mon Live Migrate. Et à la suite de ça, la seule chose que je donne ici, c'est ce qu'on appelle mon URI, mon lien de connexion de mon cluster source, ici le hostname et le port, de mon primaire par exemple. Et ensuite, je donne un utilisateur, donc l'utilisateur de préférence admin qui a le droit de décrire, lire, qui a le droit de décrire et de lire. Donc ici, on a dit par exemple que ça doit read any database, cluster, tout ça. De préférence, moi je conseille de mettre un Atlas Database Admin pour éviter d'avoir plein d'erreurs. Et c'est tout. Donc si j'ai du transit qui est activé, je
j'active. Si je veux supprimer les données de mon cluster source avant d'ingérer de nouvelles données, je peux l'activer aussi. Et c'est tout. Et j'appuie sur Start Migration et la migration va se faire de manière automatique. Donc, ça, c'est, on va dire, la version simple de migrer les données. Mais souvent aussi, c'est un client qui a voilà, des terras de données sur son cluster communautaire. C'est aussi une manière de faire avec du live migration. Mais on a aussi ce qu'on appelle une migration factory chez MongoDB qui va permettre d'étudier un peu le cheminement, donc les prérequis, la sécurité qu'il veut prendre en compte, comment il faut configurer les clusters, donc de manière end-to-end pour que tout se passe bien, on va dire. C'est très clair. Alors, il y a encore beaucoup de questions, mais on a débordé. On avait dit qu'on ne débordait pas, mais c'est tellement intéressant. Désolée, oui, je suis partie. Non, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à rajouter ou à suivre Aïcha Sarr sur LinkedIn, hein, pour le coup. Je pense qu'elle sera ravie de vous diriger vers les bonnes ressources. Et puis, il y a le groupe WhatsApp aussi, les dimanches du cloud, avec le cloudfacile.com. Donc, on peut vous mettre en relation ou répondre à vos questions aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je vois Aïcha qui saute sur les questions et qui donne les réponses. Donc, merci beaucoup, Aïcha. C'est un plaisir de t'avoir ce soir. Et c'était vachement intéressant. Merci pour la qualité de ta présentation. Je pense que tu as vu l'éclat. Les gens sont très contents et ils sont restés jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire que voilà, on a apprécié de découvrir et de comprendre un petit peu ce qu'est NoSQL, le MongoDB. Donc, merci à toi, Aïcha, hein, pour le coup. Et moi, j'ai, voilà, peut-être un mot pour la fin, Aïcha, c'est si tu devais donner un conseil ou partager quelque chose à tes cadets de l'EPT, je pense qu'il y en a certains qui sont là, et aussi peut-être je sais qu'il y a des data scientists dans l'audience, hein, des jeunes filles. Je pense qu'ils voient un petit peu ton parcours, ta carrière. Donc voilà, si tu devais partager un conseil ou un mot pour terminer, qu'est-ce que ce serait en fait? Alors, en une phrase, c'est rester curieux et rester passionné. Donc, c'est ce qui va vous amener à avancer, à découvrir de nouvelles opportunités. Et c'est ce qui va vous donner un peu la hargne d'avancer dans le domaine professionnel. Donc, et beaucoup de courage, courage à tous. Et il y a plein de cheminements possibles, data scientist, data engineer pour des SA. L'idée aussi, c'est de savoir où est-ce que je vais aller et comment je fais et quel est le plan de développement que je mets en place pour y accéder et d'être rigoureux par rapport à ça. Donc, restez curieux, restez passionné et restez rigoureux. Merci à tous. Plein de conseils. J'espère qu'on va retrouver Aïcha à la journée du cloud, par exemple. Voilà. Si elle nous fait le plaisir d'être là. Merci beaucoup à vous de vous être connectés. Les dimanches du cloud, c'est génial parce qu'on a des speakers d'exception. On espère vous retrouver dans 3 semaines pour une nouvelle session. Encore une fois, 1000 merci à toi, Aïcha. Et merci à vous de vous être connectés. On est monté jusqu'à plus de 50. Donc, merci d'être là et d'être présent. Merci beaucoup. Merci, Aïcha. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.